Maintenant, c'est parti. L'hypersexualité. La nymphomanie, si vous voulez. Êtes-vous cette sadique en variant selon les époques pour définir le sens à la fin du 14e du 19e siècle, le docteur Ben Vorbern, le docteur de Bienville, parlait de fureur, mais les sexologues modernes se sont efforcés de mieux définir que c'était l'hypersexualité. Tout d'abord, un manque de contrôle sur des pensées sexuelles intenses et recul des envies ou des comportements sexuels pressants ne suffisent pas pour poser le diagnostic, et encore faut-il que ça ait des répercussions sur la vie quotidienne ou soit source de souffrance, soit les proches. Le fait de penser de ces pensées ou comportements envahissent, que ces pensées ou comportements envahissent, soit à une réponse à des troubles de l'humeur, anxiété, pression, ennui, irritabilité ou au stress, peut aussi entrer dans les critères d'hypersexualité. Si défini, la maladie a failli entrer dans le manuel du psychiatrique américain, le DSM-5, en 2013, mais elle a été écartée du nombre d'études convaincantes pour l'étayer. Même le mécanisme pathologique à l'origine de l'hypersexualité demeure un certain désordre neurobiologique, avec une activation anormale du système et récompense cérébrale, l'activité ou aux pensées sexuelles variantes d'un tempérament obsessionnel compulsif, en effet d'un médicament amphétamine, L-Dopa, donner une maladie de Parkinson notamment, ou de drogue, une manière de gérer des émotions négatives, anxiété, stress, tristesse, etc., ou sa fragilité et l'isolement. Manque d'estime de soi, etc. De conséquences majeures sur la vie de couple. Dans une étude publiée en 2012 dans le Journal of Sexual Medicine, le Rory Reid de l'Université de Californie à Los Angeles avait avec ses collègues étudié l'histoire de 152 patients hypersexuels. Il s'agissait essentiellement d'hommes, seulement 8 femmes âgées en moyenne de 41 ans et majoritairement hétérosexuels, 84%. Si la moitié d'entre eux se plaignaient épisodiquement, pour l'autre moitié, l'hypersexualité était permanente. De plus, trouble s'était manifesté avant l'âge de 18 ans. Pour 54%, 18 et 25 ans. Pour 30%, ce qui en fait d'apparition précoce. Parmi les conséquences répétées de l'hypersexualité, la fin d'une relation d'un couple concernait 16% de personnes interrogées, mais d'autres conséquences
sont encore plus répandues. Une incapacité à avoir des relations sexuelles équilibrées, une légère santé mentale 73% et une ou un partenaire blessé émotionnellement à 68%. Putain, ça fait une quantité. Avec tous ces pourcentages. Pas seulement une question de quantité de sexe. Ce qui est sûr, c'est que quand la quantité d'activité ou de pensées sexuelles ne suffisent pas à déterminer l'hypersexualité, les tentatives de définir qui constituerait un volume normal de sexe sont vouées à l'échec. Il s'agit davantage d'une norme sociale que d'une réalité sociologie de la même façon que le désir sexuel est parfois assimilé à tort à besoin d'un type à boire, manger, dormir, respirer. Type boire, manger, dormir, respirer. Une nouvelle étude, 510 personnes, publiée dans les archives hors sexuel Berveillard, réalisée par le Michel Walton, oh, s'en bat les couilles, avec ses collègues de l'université de Nouvelle-Angleterre à nombre de fantasmes, masturbation, flirt, baisers et rapports sexuels n'est pas prédictif d'hypersexualité. Finalement, les sexologues sont réduits à ce qui semble raisonnable, à prendre en charge ceux qui souffrent d'une hypersexualité envahissante, quel qu'en soit le degré. Ce n'est qu'après avoir démêlé au cas pour le contexte, au cas par cas, le contexte de cette hypersexualité qui la thérapie pourra commencer. Les thérapies sont faites par des psychothérapeutes ou des psychiatres ou des psychologues. Ceci dit, c'était Terror Nord 360. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bye!